Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette septième édition de la Journée internationale de la médiation professionnelle. À cette occasion, nous vous proposons d'aborder un sujet plus que jamais d'actualité, la médiation internationale. Alors, je commencerai par une citation de Georges Clemenceau qui, dans son discours de Verdun le 14 juillet 1919, déclarera: Il est plus facile de faire la guerre que la paix. Alors, quelque part, l'histoire lui a donné raison, mais finalement, il avait sans doute raison, car faire la paix, c'est sans doute l'art de dialoguer, l'art d'échanger, l'art de construire un projet de résolution de conflits ensemble et librement. Cela n'est pas inné et certainement ça s'apprend. Nous verrons cela avec nos invités. Alors, en 2025, nous avons assisté à un événement sans précédent. Alors qu'en Occident s'est développé un discours gouvernemental de plus en plus belliqueux, de plus en plus guerrier, rappelez-vous le «nous sommes en guerre», eh bien, en Asie, la Chine a entrepris une initiative sans précédent dans le domaine des relations internationales, sans doute en l'état des positions prises par les États-Unis à travers Donald Trump, ayant suscité une montée des tensions commerciales et diplomatiques entre les deux pays, avec une répercussion immédiate sur le commerce mondial et les chaînes d'approvisionnement. Le 30 mai 2025, à Hong Kong, sur initiative de la Chine, représenté par son ministre des Affaires étrangères, M. Wang Li, a été signée une convention officialisant la création de l'OIMED, l'Organisation internationale de médiation. Alors, il s'agit d'une organisation qui a pris d'ores et déjà sa place aux côtés de la CIJ, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, et qui vise à promouvoir la résolution à l'amiable et à établir des relations mondiales plus harmonieuses, pour reprendre les propos du ministre Wang Li. Alors, à cette convention, il y avait 400 représentants de plus de 85 pays et près de 20 organisations internationales, dont les Nations Unies, qui ont assisté à cette convention. Alors, sachez que parmi ces pays, eh bien, il y en a déjà 33 qui ont signé sur place et se sont devenus les membres fondateurs de l'OIMED. Il s'agit entre autres de la Serbie, le Pakistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Venezuela, l'Indonésie, le Laos, le Cambodge, le Zimbabwe, le Nicaragua, la Suisse, et je vous invite donc à consulter la liste qui n'est pas exhaustive. Alors, certains pays aussi africains ont rejoint les signataires, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Maroc dernièrement, et l'OIMED est premier organisme international, intergouvernemental de médiation, et il sera a priori opérationnel début 2026 et sera consacré aux litiges entre États ou entre États et individus d'États différents, ou bien également entre des entités internationales privées. Alors, ministre Wang Li, c'est intéressant, insiste sur le fait qu'il s'agit d'un bien public juridique important au service de l'amélioration de la gouvernance mondiale en permettant la gestion des différends dans un esprit de compréhension mutuelle et de recherche de consensus par le dialogue. Il évoque la nécessité d'une actualisation des buts et des principes de la Charte des Nations Unies. Alors, assisterions-nous ainsi à un changement de paradigme dans le domaine de la régulation des relations à une échelle mondiale? Le titre de ce débat est Médiation internationale et création de l'OIMED. Va-t-on vers un nouvel ordre mondial? Pour animer ce débat, j'ai cette année et à mes côtés Vincent Tossa, un brillant médiateur professionnel qui oscille entre le Niger et la France, plus particulièrement Strasbourg. Et nous avons deux invités de choc. Mais Vincent, pourrais-tu peut-être nous présenter nos invités? Je te laisse la parole. Oui, merci Edith. Bonjour à toutes et à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous avons sur nos plateaux pour animer cette GIMP
Avec nous, nous avons le professeur Nassirou Bako Arifani. Donc, Nassirou Bako Arifani, qui est socio-anthropologue et ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin. Il est également l'initiateur de la médiation sociale au Bénin. À ses côtés, nous aurons Jean-Louis Lascaux. Jean-Louis Lascaux, tu es l'initiateur de la médiation professionnelle et de l'ingénierie systémique et relationnelle, fondateur également de l'EPMN, école professionnelle de la médiation et de la négociation qui est à Bordeaux. Avec vous deux, il y aura l'imminente Aïcha Sangaré, qui est directrice générale de l'EPMN. Donc, pendant près de 25 ans, elle a travaillé et elle travaille aux côtés de Jean-Louis Lascaux pour promouvoir l'ingénierie systémique relationnelle et la médiation professionnelle. Alors, avec cette démarche de mondialisation culturelle, euh, bien sûr, au niveau de l'EPMN, nous nous sommes posé un certain nombre de questions. Avec cette démarche de création de l'OIMED, ne sommes-nous pas en présence d'un changement de paradigme dans un contexte mondial plutôt propice au changement, voire même au bouleversement, un contexte marqué ici et là par des conflits protéiformes. N'assistons pas à un nouvel ordre mondial avec une évolution normative dans les relations. Comment la culture mondiale de demain va-t-elle se faire ou pourrait-elle se faire? Bien sûr, ma première question, je vais me tourner vers le professeur Nassirou Arifani en tant que socio-anthropologue et ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, entre autres, président de la commission parlementaire du Bénin, de l'Assemblée du Bénin. Donc, en tant que socio-anthropologue, comment percevez-vous l'impact culturel de la création de l'OIMED sur les sociétés du Sud global? Je vous remercie, Monsieur Vincent Tossa. Merci à l'ensemble de l'équipe qui travaille sur la médiation professionnelle et l'ensemble de tous ceux qui participent à la célébration de cette 7e journée internationale de la médiation professionnelle. Je dois dire tout d'abord que c'est vrai, je suis socio-anthropologue, ancien ministre des Affaires étrangères, mais je ne suis plus président de la Commission des relations extérieures, défense et sécurité à l'Assemblée nationale. J'ai déjà passé mon mandat, donc c'est quelqu'un d'autre qui occupe la position. Mais pour revenir à votre préoccupation, à votre question, la création de l'Organisation internationale pour la médiation, pour nous, disons, c'est en tant que socio-anthropologue, c'est une manière, je dirais, de reconnaître que malgré tous les dispositifs de règlement de conflits, de résolution de conflits qui existent à l'échelle mondiale, nous n'avons pas réussi à établir une paix, je dirais, positive, durable. Nous avons une certaine paix, mais cette paix a toujours été perturbée par des conflits, parfois des conflits qui sont des conflits, je dirais, d'incompréhension à caractère culturel, religieux et donc des conflits issus de situations de manque de tolérance. Et je pense que la création en tant que socio-anthropologue, pour nous, lorsque nous parlons du Sud global, a priori, c'est une catégorie géopolitique. Cela recouvre des réalités multiples, multiculturalité, multiethnicité, multiracialité, etc., etc. Et tout ce qui renvoie à cette multiplicité implique
un minimum de tolérance et d'acceptation réciproque. Comment y parvenir s'il n'y a pas un mécanisme de médiation? La langue en soi est une forme de médiation. Le dialogue entre acteurs individuels est une forme de médiation. Le dialogue entre cultures, entre civilisations, l'acceptation de l'autre est un élément de médiation. Et donc, les anthropologues ou les sociologues ont érigé la question de l'altérité, c'est-à-dire la construction de l'autre, non pas l'autre en tant qu'ennemi, l'autre en tant qu'adversaire, mais l'autre en tant qu'entité à connaître, à comprendre et donc à accepter. De mon point de vue, la création de l'Organisation internationale de la médiation en mai 2025, de mon point de vue, arrive à point nommé dans un monde qui a besoin de plus d'intercompréhension, de monde qui a besoin de plus d'interculturalité, de monde qui a besoin de la prise en considération des spécificités des uns et des autres. Nous avons toujours travaillé dans une logique de l'universel et de l'universel qui tend à une définition de normes de type uniformisante. Et cette manière de voir l'universalité ou l'universel entraîne forcément la création de conditions de domination de ceux dont les normes ne sont pas souvent prises en compte dans la construction des normes proclamées universelles. Et donc, il y a une sorte d'oppression normative que beaucoup de sociétés, beaucoup d'États, beaucoup de cultures, en fait, subissent. Et quand vous constatez nombre aujourd'hui de réactions en termes, par exemple, de conflits religieux, de conflits interculturels, quand vous regardez les relents, il y en a qui se sentent plutôt marginalisés dans leur culture, marginalisés dans leur religion, marginalisés dans leur vision du monde, alors qu'on peut arriver à une situation où nos intersubjectivités peuvent aider à construire quelque chose qui crée un espace de tolérance et d'acceptation des uns et des autres. Et je pense, pour moi, la création de l'Organisation internationale pour la médiation pourrait être ce cadre de réforme ou de construction de nouveaux paradigmes de relations internationales où ce n'est pas les rapports de force qui indiquent, comment l'appelle-t-on, la direction, c'est la reconnaissance de l'autre dans sa contribution. Et de mon point de vue, c'est ce type de monde qui pourrait être un monde de construction de la paix positive pour toi. Mais je vous remercie pour cette réponse. Donc, en soi, ce que vous dites, monsieur le professeur, c'est qu'aujourd'hui, avec la création de l'OIMED, donc nous allons vers un paradigme plutôt de l'entente et de l'entente sociale, parce que vous avez évoqué l'altérité qui est la reconnaissance de l'autre en tant qu'autre, de l'accepter tel qu'il est, et surtout, vous avez parlé de la consanguinité de pensée où certains ont voulu imposer leur manière de penser à l'échelle universelle, alors que certains pays, notamment comme le Sud global, voient en tout cas tout ce qui est leur manière de penser, leurs normes en tout cas mises de côté. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faudrait un postulat où tout le monde, en tout cas toutes les entités et tous les continents soient reconnus tels qu'ils sont dans cette posture de l'altérité. Alors, partant de cela, quel renseignement tirez-vous, vous, de la médiation sociale que vous avez
pu initier au Bénin, justement, dans le cadre d'une médiation internationale qui soit beaucoup plus inclusive? Ce que nous avons fait comme expérience de médiation sociale au Bénin, c'est, je dirais, une sorte de médiation socio-anthropologique. Nous avons développé l'expérience dans le cadre, si vous voulez, euh, de situations, je ne dirais pas de greffe, mais de situations de prise en compte de certaines réalités sociales, culturelles, économiques, politiques, de milieux dans lesquels on veut engager des projets de développement ou introduire des innovations, généralement dans une certaine démarche de top-down et qui fait abstraction, si vous voulez, comment l'appelle-t-on, des réalités des sociétés sur lesquelles on veut agir. Et nous avons dit, dans notre démarche, qu'on a appelée médiation sociale, c'est de partir de ce qu'on a comme package qu'on veut apporter, qui est une certaine vision du monde, ou ce package qui a été construit avec ou dans le cadre d'une certaine vision du monde, qui arrive dans une certaine société ayant aussi sa propre vision du monde sur différents aspects. Nous avons dit une meilleure connaissance de ces sociétés dans ces détails permet de définir ce que nous avons appelé des nœuds de médiation, c'est-à-dire les nœuds par lesquels on peut passer au sein de la société pour faire éventuellement introduire telle ou telle innovation, tel ou tel schéma de développement, tel ou tel schéma technique et tenir compte des visions culturelles, visions spirituelles, visions, etc. Tout un ensemble, bref, les visions de la société. Et lorsqu'on parvient à identifier ces nœuds, choisir maintenant les nœuds sociaux les plus propices par lesquels on peut passer pour réussir. Et nous avons développé cela comme approche dans le cadre de beaucoup de programmes de santé, programmes de développement agricole, programmes de gestion de conflits dans le domaine du foncier, programmes, je dirais, dans différents secteurs. Et nous avons pu capitaliser sur la démarche socio-anthropologique classique, mais orientée médiation sociale, et ceux avec qui nous avons démarré cette activité, cette action, nombre de mes étudiants, à un moment donné, quand ils ont fait leur thèse, ils sont devenus enseignants à l'université, ils ont dit, professeur, nous souhaiterions poursuivre cette initiative à travers la création d'une licence en sociologie, option médiation sociale, puis un master à l'université de Parakou. Je ne suis même pas enseignant à l'université de Parakou, moi je suis enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, mais nombre donc de ces étudiants qui avaient travaillé avec moi ont eu cette initiative et que j'ai accompagnée et aujourd'hui il y a ça. Alors en partant donc de cette idée, c'est pour l'organisation internationale de la médiation qui paraît plus vaste et qui, de mon point de vue, tend à résoudre des problèmes parfois globaux ou des problèmes entre États, alors que nous étions plutôt orientés vers l'organisation du succès de certaines interventions de développement pour des services de base pour les populations. Là, à l'échelle mondiale, ce que nous pouvons dire, c'est que, un, la prise en compte des spécificités culturelles, historiques, sociologiques,
de toute société est fondamentale dans la recherche de l'harmonie ou de la production de la paix par la médiation. Il n'y a de médiation que de connaissances réciproques, que de connaissances partagées. Et donc, lorsqu'on arrive à se comprendre, à se connaître, pardon, il est plus facile donc de se comprendre et donc de produire de l'harmonie autant que possible en dépit des conflits et dans la société. C'est justement parce qu'il y a des conflits qu'il faut de la médiation. Mais la médiation, lorsque cela intervient dans des cadres d'interconnaissance, dans le cadre du respect mutuel, d'accès à l'autre par le savoir, de mon point de vue, c'est plus facile donc d'aller vers des démarches plus inclusives de médiation en termes de résolution de conflits, en termes de résolution de situations de crise, etc., etc. Pour nous, notre expérience micro, érigée à l'échelle globale, de mon point de vue, c'est ce que nous pensons que cela peut apporter. Merci pour cette réponse. Donc, à l'espèce, ce que vous dites, à partir de la médiation sociale que vous avez pu initier au Bénin, ce que vous êtes rendu compte que l'initiative top-down, c'est-à-dire toute initiative en fait autoritaire, n'est que vouée à l'échec si on ne part pas du bottom-up, c'est-à-dire si nous ne tenons pas en compte des autres pour pouvoir aller vers une discussion pour que justement les avis des uns et des autres puissent être entendus, vus, ressentis de manière à aller vers véritablement une issue du conflit. Donc il faut tenir compte des différents avis, ce qui veut dire que peut-être que pour vous, dans votre vision, pour réussir justement cette transformation de ce paradigme-là, ben, il est important de ne pas avoir une autorité quelconque qui puisse venir s'initier pour dire, ben, voici ce qu'il faut faire. Il faut plutôt accompagner les parties à trouver elles-mêmes la réponse qui les convienne en tenant compte de tous ces critères-là que vous venez de définir. Donc, une médiation, oui, mais pas une médiation autoritaire. Une médiation peut-être qui amène les parties à trouver une entente par rapport à elles-mêmes, une entente issue d'elles. Je vous remercie pour cette réponse et de ce fait-là, ben, comment justement éviter à ce que cette organisation, l'OIED, puisse être donc une instrumentation de domination économique ou autre par rapport aux pays du Sud global. Alors, vous savez, lorsque nous sortons de la logique des rapports de force, tels que les relations internationales fonctionnent, je pense que le changement de logique par rapport à ça renvoie à l'idée que chacun a le droit à l'existence et chacun a le droit d'être entendu. Et pas d'être simplement entendu parler, mais d'être entendu et pris en considération. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais partir d'une petite expérience de médiation à l'échelle régionale, notamment avec la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, chaque fois qu'il y a un coup d'État, par exemple, ou une crise, on envoie des médiateurs. On a défini des principes de médiation. On a défini tout un schéma. On a des normes préétablies avec des canevas et consorts. Ce que j'ai souvent remarqué, les médiateurs qui sont choisis
ne sont pas des professionnels de la médiation. Ils ne connaissent de la médiation que peut-être leur position et leur capacité à persuader. C'est aussi une qualité. Mais lorsque une organisation définit des règles en disant les États membres doivent respecter les règles, si un État ne respecte pas les règles à l'intérieur de son pays, par exemple, un coup d'État, c'est une rupture de l'ordre constitutionnel, par exemple, dans un pays. La CEDEAO a défini des règles pour sanctionner les États en rupture d'ordre constitutionnel. Mais ce qu'on choisit pour aller faire la médiation, très souvent, c'est d'autres chefs d'État. C'est-à-dire l'État qui est en rupture avec les règles définies collectivement est en réalité en rupture avec l'organisation dont les membres. Donc, les chefs d'État qui vont faire la médiation, en fait, sont partis au conflit, si par rapport aux normes définies. Et lorsque les gens vont, c'est un langage de rapport de force. La médiation, en réalité, est biaisée. Ceux qui viennent, ils viennent imposer les règles déjà définies. Nous avons défini ces règles-là collectivement. Vous êtes en rupture avec ça, vous devez revenir, etc., etc., à l'ordre constitutionnel, suivant tel canevas, suivant telle transition, suivant tel qui ne doit pas dépasser telle période, etc., etc. Lorsque vous prenez une telle démarche, vous voyez bien qu'on est dans une démarche dite de médiation, mais une démarche de dictat. Si nous prenons également les formes de médiation à l'international, dans des conflits donnés, généralement les médiateurs, ce sont ceux qui sont en position de puissance, capables d'en imposer à ceux qui sont en conflit. Vous prenez le conflit au Moyen-Orient, les États-Unis médiateurs. Vous comprenez? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je prends ces exemples. La médiation telle qu'elle fonctionne aujourd'hui à l'échelle internationale, suivant des normes prédéfinies, c'est une médiation de domination d'une manière ou d'une autre. La création de l'Organisation internationale de médiation donc, donne l'espoir que puisque les normes existent, que ces normes doivent être appliquées de manière soft en tenant compte des intérêts des uns et des autres, et que le médiateur ne doit pas être celui qui en impose. De mon point de vue, nous sommes dans un petit changement aussi, comme je le disais, de paradigme. Et donc, pour que la médiation ne devienne pas un autre canal de domination culturelle et normative, il faudrait que les règles à définir soient des règles définies de commun accord par les États, aussi bien du Nord que du Sud global, et que dans l'application, il n'y ait pas une logique de puissant par rapport à une logique de faible à qui on peut en imposer, mais une logique de co-construction, de co-élaboration et de co-médiation, de telle sorte que on puisse prendre en compte tous les points de vue possibles et qu'il n'y ait pas de logique d'imposition. Moi, je pense que en allant dans ce sens, on pourrait éviter que l'OIM devienne un instrument de nouvelle domination culturelle à l'échelle mondiale. Je vous en prie, je vous remercie pour votre réponse, professeur. Donc, ce que vous dites, en fait, c'est que pour éviter, en tout cas, cet écueil-là,
il faudrait éviter à ce qu'il y ait une médiation de dictature, hein, sous n'importe quelle autorité que ce soit. Il ne faudrait pas que ce soit justement un diktat. Alors, pour introduire cela, je vais me tourner naturellement vers Jean-Louis Lascou. Jean-Louis, toi qui es initiateur de la médiation professionnelle et de l'ingénierie systémique relationnelle, que penses-tu que la médiation professionnelle, justement, pourrait-elle apporter à cette organisation-là pour que, en tout cas, les résultats escomptés soient obtenus? Bonjour à tous, bonjour Vincent, bonjour Edith, bonjour Nassirou, et bonjour aussi à Aïcha et à Annie qui est derrière l'écran, et à tous ceux que la thématique de la médiation et d'une manière générale de la médiation professionnelle et de l'entente sociale, que tout cela soit salué. Et je vous remercie de propager l'idée que nous sommes sur la planète de passage, sans l'avoir choisi. Ce qui est important, c'est que quand chacun prend conscience du sens qu'il a dans sa vie, mais en fait, il n'en prend pas conscience quand il est petit, enfin quand il est petit, quand il est jeune, parce que la conscience vient avec le temps. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ben, c'est pas parce que c'est pas l'âge qui fait la qualité de la conscience, parce que la conscience, elle peut être très parcellaire, elle peut être centrée sur soi. Et une conscience très limitée. Or, ce que j'appelle conscience, c'est vraiment quelque chose de plus large qui inclut l'autre. Et c'est ce que Nassirou évoquait tout à l'heure, c'était la conscience. Il n'a pas utilisé le mot de conscience, mais c'était la relation à l'altérité. Mais l'altérité, c'est la conscience de l'autre. Parce que l'altérité, il ne faut pas confondre l'altérité avec l'idée de je comprends ce que vit l'autre, hein. C'est pas ça. C'est l'autre. L'autre est différent par nature. Et l'autre a des points de vue différents par nature et il ne le fait pas exprès. Et que même si je prends conscience que l'autre existe, je peux très bien ne pas bien comprendre qu'en fait, l'autre ne fait pas exprès d'être l'autre. Il ne fait pas exprès d'être autre et différent. Il se découvre lui-même comme nous-mêmes nous nous découvrons. Et ça vaut évidemment dans la vie personnelle, comme je le disais tout à l'heure, dans la vie personnelle, mais dans la vie aussi familiale, dans l'intimité, je veux dire, de soi-même, la relation à l'autre et les relations internationales. Alors, voilà mon introduction sur mon propos. Et je trouve qu'il est important que vous qui écoutez, vous puissiez vous dire, mais en fait, quel sens je donne à ma vie? Parce que que ce soit vous en tant que personne individuelle dans votre maison, ou vous en tant que dirigeant d'entreprise, ou vous en tant que dirigeant d'un pays. C'est quel sens je donne à ma vie? Et pas quelque chose de dire le sens, c'est je veux devenir empereur, hein. Je veux devenir roi, je veux devenir président. Ça, c'est terrible parce que c'est une ambition. Une fois qu'elle est accomplie, eh bien, c'est l'exercice d'un mandat et d'un mandat qui n'est pas réfléchi. Quel sens je donne à ma vie en tant que contributeur à la qualité des relations sur la planète? Parce que ce temps de vie, en fait, il peut être marqué par ça. Moi, c'est vrai qu'il y a deux types d'individus qui marquent le temps et les cultures. C'est les horribles individus, hein, ceux qui font des guerres, ceux qui font des massacres, ceux qui aussi, heureusement, contribuent à la culture et les choses s'améliorent. Pour en venir à l'OIMED, euh, c'est pas une idée nouvelle en soi. C'est quelque chose qui est historique. Euh, J'en veux pour preuve des contributeurs importants à la réflexion sur les médiations politiques. Alors, dans l'histoire sur la médiation politique, il y a une grande aventure, hein. La médiation, on pourrait évoquer ça, mais j'ai déjà évoqué dans ce que c'est que la médiation politique et la médiation entre des seigneurs, hein, qui veulent régler les problèmes de propriété terrienne. Ils se sont appropriés, ce sont des bandits, hein, qui s'organisent, qui sont en bande, ils viennent sur un territoire. Et puis, ils captent ce territoire, ils disent, maintenant, ça, c'est le mien.
c'est mon territoire. Et tout ce qui est dessus, ça m'appartient. C'est-à-dire que les individus qui sont sur ce territoire se retrouvent soumis à une autorité qu'ils n'ont pas choisie du tout, hein, mais qui vont subir. Alors, ils vont se retrouver en servage, ils vont se retrouver plus ou moins libres, hein, selon la manière dont l'accapareur terrien va se comporter. C'est ce qui s'est passé. On a vu ça, par exemple, dans ce qui est devenu les États-Unis, hein. Donc, maintenant, les Indiens sont dans des réserves, hein, donc sur un territoire qui était historiquement, qui appartenait à leurs ancêtres, et puis sur lequel ils naviguaient, ils marchaient, ils couraient librement. Bien. Donc là, maintenant, on voit que la médiation, c'était un outil pour réguler, enfin, des formes de médiation, hein. Parce que c'était la médiation, c'est très confusionnel. C'est ce que c'est l'arbitrage? Est-ce que c'est une négociation? Est-ce que c'est de la diplomatie relationnelle entre des gens, etc. Donc là, ça régulait des relations entre des gens, des accapareurs de territoire. Et donc, de façon à ce qu'ils puissent s'entendre entre eux, et créer une sorte de sécurité dans leur interrelation. Donc, aujourd'hui, quand on parle de l'OIMED, on parle d'une structure qui vise à combler un vide donc, de la Charte des Nations Unies. Ce vide, c'est le fait qu'il n'existait pas de structure de médiation. Et donc, les premiers qui ont pensé ça dans une structure internationale, ce sont des Russes. Hein. C'est les Russes qui ont voulu, comme ça, imaginer que des structures. Efremov, je crois, quelqu'un qui s'appelait comme ça à peu près, hein, de souvenir, Ivan Efremov, qui avait imaginé une structure qui pourrait contribuer à mettre en place une concertation entre les personnes qui sont en direction de pays et vouloir faire de la régulation. Donc ça, c'était juste, ça s'est passé après la guerre mondiale, hein. Déjà, il y a eu après la Révolution russe, après la Première Guerre mondiale, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plein de réflexions, mais qui venaient toujours du même environnement. Et puis, bon, en ce moment, c'est vrai que la Russie, on est en 2025, fin 2025, la Russie, elle n'est pas tout à fait bien placée pour pouvoir parler de pacification des relations, puisqu'elle est mise en cause dans un conflit majeur, mais il y en a d'autres, hein, mais dans un conflit qui est devenu majeur en Europe, hein, c'est le conflit avec l'Ukraine. Et on voit bien que quand on parle de médiation, on se dit, mais comment on peut arriver à faire à intervenir d'une manière sereine entre des antagonistes? Est-ce qu'on parle de problèmes d'entre pays ou est-ce qu'on parle de problèmes entre personnes? Et ça, c'est une grosse difficulté de la médiation internationale. C'est-à-dire que quand on pense qu'à un certain moment, une relation avec des dirigeants d'un pays peut faire de la pacification relationnelle, selon que l'on aime ou selon que l'on déteste, hein, c'est exactement pareil. Je veux dire, si on aime quelqu'un ou si on apprécie quelqu'un, on l'a vu par exemple à l'époque de Chirac, il n'y avait pas de conflictualité avec la Russie, hein. C'était à peu près inimagiable. Pour Charles de Gaulle, c'était aussi vraiment inimaginable qu'il y ait un conflit avec la Russie, quelle que soit la forme de la communication russe, parce qu'à l'époque c'était l'URSS, et c'était encore plus envahissant si on veut, hein, si on regarde ça comme ça. Donc la médiation prend des formes différentes selon que l'on aime quelqu'un ou que l'on n'aime pas, et on va avoir différentes conceptions. Et on va parler de négociation, par exemple, négociation commerciale, et on va penser en termes de médiation. On va faire de la menace. Et ça va être une forme de médiation. On va faire de l'arbitrage et ça va être une forme de médiation. Donc il y a plusieurs manières de parler de la médiation. Et je crois que ça, c'est pas quelque chose de nouveau parce qu'il y a un auteur qui s'appelle Faget qui a pointé ça. C'est un auteur de Bordelais qui a pointé cette différence en disant ben, il y a différents registres, hein. On peut identifier la diplomatie, la négociation, l'arbitrage et donc la médiation. Mais en fait, tout ça, c'est des formes de médiation et ça se combine avec quelque chose qui est très problématique à deux niveaux. C'est du côté du médiateur, cette confusion des rôles et du côté des partis, la confusion identitaire.
c'est-à-dire prendre pour soi ce qui n'est pas soi. Donc Mais ça me semble être très important de pouvoir identifier ça. justement, Jean-Louis, tu as embrayé tout de suite sur la deuxième question. Nous savons que la médiation professionnelle a aujourd'hui des invariants méthodologiques. C'est une méthode, une rigueur, un processus que tu as initié. Alors, selon toi, ben, ces invariants de la médiation professionnelle, comment peuvent-ils être transposés justement sur le plan interétatique? Là, c'est la médiation professionnelle. Pour pouvoir dire qu'il y a des invariants, il faudrait commencer par faire en sorte que chaque individu qui représente une collectivité, quelle qu'elle soit, puisse être pleinement conscient de ce qu'il va projeter comme émotionnalité dans la relation avec l'autre qui représente une autre collectivité. Et là, pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre de la conflictualité personnelle de la conflictualité réelle collective. C'est-à-dire que ce que je vais faire, j'invite là à faire un exploit de réflexion, c'est que, vous voyez, quand on parle d'une crise, quand on parle d'une crise mondiale, par exemple, la crise mondiale, elle ne concerne en réalité qu'une toute petite partie des personnes. Par exemple, on a vu une crise économique. La crise économique, tout ça, c'était une agitation qui fait que pour les gens qui ne sont pas touchés par les aspects de cette crise économique, bah, cette crise économique, c'est une fiction. Hein, c'est quelque chose de complètement faux. Par exemple, la crise des subprimes. On nous a parlé, c'est très grave, c'est la crise des subprimes, etc. Ça a touché effectivement un secteur du bâtiment dans des pays très précis. Il y a des pays qui n'ont pas du tout été concernés par ça. Mais n'empêche que la médiatisation a encouragé l'idée qu'il y avait une crise mondiale économique. Ce qui n'était pas vrai, parce que les Chinois, par exemple, n'ont pas du tout été concernés par cet aspect des choses. Et c'est quand même une grosse partie de la population mondiale. Donc, il y a des confusions comme ça. Donc, transposer les outils, les techniques de la médiation professionnelle directement dans les situations internationales, c'est difficile à partir du moment où on ne fait pas changer la pensée de ceux qui dirigent. Et tu vois, Vincent, l'une des premières choses, on en a parlé longuement tous les deux, la première chose, c'est qu'il faut changer le modèle de pensée par rapport à l'idée de la gestion. On ne gère pas une crise, on ne gère pas un conflit, on ne fait plus, on ne fait pas de la résolution de conflits par les enjeux et par les intérêts. Ça, c'est complètement faux. C'est-à-dire que, par exemple, hein, quand je pense à ce conflit qui est terrible, qui est celui de la Palestine et d'Israël, c'est terrible ce conflit, parce que ce conflit, il a été importé, il a été plaqué. C'est une conflictualité qui a été projetée dans le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, les États, les représentants des États qui sont responsables, je dis bien, pas les personnes, hein, je dis les États responsables de cette conflictualité sont très désengagés de leurs responsabilités. Je parle de l'Angleterre, de la France, de l'Allemagne. Et maintenant, bon, est venu se greffer dessus les États-Unis, où on a un président qui est à peu près en difficulté pour pouvoir montrer qu'il est pacificateur. Parce Mais que ce que tu évoques là, Jean-Louis, c'est en fait la notion de formation. La notion de formation, la notion de changer de pensée. Et à cet effet, comme nous avons l'immense plaisir d'avoir Aïcha Sangaré, directrice générale de l'EPMN, je vais me tourner vers elle pour dire alors, Aïcha, Madame Sangaré, en tant que directrice de l'EPMN, justement, pendant longtemps, tu as travaillé avec Jean-Louis Lascou sur cette question de formation. Mais comment vois-tu en fait l'aide que le PMN pourrait en tout cas accompagner, amener, contribuer pour justement former les uns et les autres, y compris même les diplomates, par rapport à cette instrumentation nouvelle qui est l'EIMED? Merci Vincent.
Merci. Bien entendu, toutes les interventions jusqu'à maintenant démontrent bien, merci professeur Bassirou, qu'il faut apprendre à être en relation. Et finalement, ce qu'a développé le PMN depuis toutes ces années, depuis 25 ans, au travers des travaux de Jean-Louis, a été d'avoir développé déjà une science de la relation. Ce que nous observons aujourd'hui, et le contexte nous le démontre, c'est qu'il s'agit d'apprendre. Et la notion de changement de paradigme, ça prend aussi. Donc, pour changer de paradigme, et notamment si on veut aujourd'hui accompagner ces institutions sur la question de l'instrumentation de la paix, il s'agira d'apporter des outils, de la méthode, et sortir du giron de gérer des conflits, parce que c'est vraiment ce qui est très répandu mondialement, quelque part, à la volonté de résoudre. Et résoudre passe par des outils et de la formation. Toutes ces années nous a démontré, et je crois qu'on a été déjà dans une première expérience du développement de la médiation ici en France et dans tout un tas d'autres pays au niveau de l'Europe, nous démontre encore aujourd'hui qu'il y a besoin d'apporter des outils. La médiation professionnelle s'est développée, elle a fait ses preuves, elle continue à faire ses preuves, et nous formons tous les secteurs d'activité, que ce soit le secteur de la santé, le secteur de même la justice aujourd'hui, je dirais, avance sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, nous constatons bien que la question de la paix a besoin aujourd'hui d'avoir une approche scientifique. Avoir une approche scientifique, c'est former les acteurs à la diplomatie, justement, et faire évoluer la diplomatie pour aller dans une dimension de résolution. On n'est pas encore dans la résolution, on est dans la gestion des situations. Le PMN a fait ses preuves et nous formons depuis 25 ans des médiateurs professionnels dans le monde aujourd'hui, puisque nous sommes présents en Afrique, aussi en Côte d'Ivoire, on a formé, on va étendre, et je crois qu'on va avancer aussi avec le professeur Nassirou sur ces questions-là. Il n'y a pas, comme disait Jean-Louis, il n'y a pas finalement d'apprentissage, il n'y a pas eu d'apprentissage dans le monde à être en relation. Et il n'y a pas eu suffisamment non plus de réflexion suffisamment poussée pour apporter une approche scientifique à la mécanique du conflit. Nous l'avons décortiqué depuis toutes ces années, et donc ça nous a emmenés à nous centrer sur la relation. Donc, la science de la relation, voilà, Jean-Louis Lascoux l'a développé. Le PMN, aujourd'hui, le porte depuis toutes ces années, et ce que peut apporter aujourd'hui le PMN, c'est toute l'expérience de toutes ces années pour permettre à cette nouvelle institution, donner l'opportunité en tout cas d'avoir une démarche qui fonctionne et qui apporte des solutions. De toute façon, le monde nous le démontre, et nous avons suffisamment je dirais, de ressources au travers de notre centre de recherche qui est le CRESIR, pour pouvoir apporter et certainement permettre de faire évoluer un peu toutes ces situations-là qui sont diverses. On voit bien, apprendre l'altérité, ça s'apprend. Le professeur Nassirou l'a bien évoqué, et justement, ça fait de longues années que nous travaillons là-dessus, et qui sont les fondements même du monde de la médiation, de l'évolution de la médiation professionnelle. La médiation professionnelle a fortement impacté et continue d'impacter le monde de la médiation au niveau des compétences. Et vraiment, nous tenons vraiment à ce que la médiation ne soit pas une discipline, enfin, ne soit pas, je dirais, utilisée pour masquer peut-être des situations à résoudre, mais qu'elle soit véritablement appliquée, et que les médiateurs dans le monde entier se centrent essentiellement sur la préoccupation des compétences du médiateur et non pas du statut du médiateur. Voilà. En tout cas, nous avons cette préoccupation-là, et lorsque nous avons identifié le fait de la création de l'OIMED, ça a été l'occasion d'apporter ces réflexions-là. Et donc, la Journée internationale de la médiation professionnelle prend l'opportunité de préciser aux institutions internationales aujourd'hui qu'il est temps d'apporter de nouvelles compétences pour permettre
aux diplomates et à la dimension internationale et aux relations internationales d'évoluer pour aller vers une pacification des relations, autrement dit, la paix dans un autre monde que le monde que nous connaissons aujourd'hui, en fait. Voilà la contribution que pourra apporter le PMN aujourd'hui dans ces problématiques. Nous en avons l'expertise, oui, et donc, en fait, il est important aujourd'hui de devoir s'approprier ces éléments-là, même au niveau institutionnel. Merci beaucoup, Aïcha. Donc, ce que tu dis là, c'est que, bon, en fait, il faudrait que l'OIMED vienne par rapport à la notion de compétence. Toc Toc et PMN, comment vous pouvez nous former? Je te En attendant, nous remercie parlons de formation, vraiment. par rapport à Nous ça. insistons sur ce point. Et je me tourne maintenant vers le professeur Nassirou, justement, en tant que diplomate, par rapport à cette question de compétences que tu viens d'évoquer, pour que le professeur Nassirou nous dise ce qu'il en pense justement par rapport à cette question de compétences, parce que depuis, en préambule, il a fait allusion à l'altérité, quelque chose qui n'est pas spontané, donc qu'on doit apprendre. Et comment, professeur, voyez-vous ce transfert, on va dire, de compétences par rapport à justement à une posture d'altérité, à une reconnaissance, à ce que je puisse tenir compte de l'autre, même si nous avons par ailleurs Mandela qui l'a fait avec la nation arc-en-ciel, et puis en faisant coucou justement à la philosophie Ubuntu. Donc, que pensez-vous de cela, professeur, par rapport à la compétence? Et comment pourrions-nous former les diplomates aujourd'hui? Merci, Vincent. La question de la compétence, elle est essentielle. Je pense que euh, si nous allons vers la création d'une organisation internationale, de la médiation comme l'UIMED, à l'image de ce que nous avons les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, c'est des diplomates professionnels ou des diplomates assimilés, mais qui sont initiés aux techniques de la diplomatie des relations internationales, donc qui interviennent. De mon point de vue, si nous voulons avoir une médiation internationale efficace, fonctionnelle, je pense qu'on a besoin de la formation et de la professionnalisation. Je ne dis pas que tous les médiateurs doivent être des professionnels, mais les médiateurs doivent travailler avec des professionnels de la médiation. Et pour ça, il faut de la formation. Il faut des structures de construction de la compétence. Et cela passe par des cadres académiques d'une manière ou de l'autre. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas faire abstraction de ce volet si nous voulons avoir véritablement de la compétence et de l'épanouissement, si nous voulons avoir de l'efficacité avec la médiation internationale, alors il faut de la bonne formation. Donc la question de compétence, elle est tout entière. Tout le monde ne... Quand on voit tel que ça fonctionne, il faut des gens qui sachent ce que relation veut dire, ce que construction de relation veut dire, des gens qui sachent ce que l'autre veut dire, ce que la construction de l'altérité veut dire. Il faut qu'il y ait une certaine démarche partagée. Et lorsqu'on entre déjà dans les démarches, dans les méthodologies, dans, comment l'appelle-t-on, des cadres théoriques, je pense qu'il faut donc des cadres académiques, des cadres adéquats pour créer ces compétences. Et de mon point de vue, c'est un must. Bon, voilà. En tout cas, merci pour en tout cas, réponse qui y va dans le sens, en effet, de ce que le PMN a toujours fait jusqu'ici, c'est-à-dire former les gens à la qualité de la relation, à promouvoir l'entente et l'entente sociale.
Alors, je vais me tourner maintenant vers Jean-Louis. Jean-Louis, le professeur Nassourou, dès le départ, il a parlé en fait de libre choix, libre décision quelque part. Et nous savons que le libre choix et la libre décision, voire le libre arbitre, sont des fondamentaux même de la médiation professionnelle et de l'ingénierie systémique relationnelle. Par rapport à ça, justement, en fonction de ce que nous venons de dire et d'entendre par rapport à la formation, que penses-tu? Comment arrivons-nous à former les gens, justement, ces diplomates-là, pour arriver vers l'entente, le libre choix, la libre décision et le libre arbitre? Alors, c'est clair que la formation des diplomates du siècle nouveau qui apparaît ne peut pas rester comme elle est enseignée, comme elle est faite actuellement. On n'est plus du tout dans le même modèle de pensée. On n'est plus sur la même planète, je dirais, que au XXe siècle. Aujourd'hui, regarde, on communique ensemble. Tu as une planète derrière toi et tu es à Strasbourg. Moi, je suis à Évian. Aïcha est à Bordeaux, Annie est en Martinique, Edith est à Bali, Nassirou est au Bénin. C'est incroyable. On n'est plus sur la même planète. Et on a des gens qui sont formés comme au XVIIIe siècle. Des gens qui pilotent les pays comme des anciens seigneurs. C'est vrai que c'est très problématique. Alors qu'ils utilisent, c'est ça qui est contradictoire, c'est qu'ils utilisent ces outils de communication sans conscience du fait qu'ils sont sur une planète qui a une culture mondialisée. Culture mondialisée, je dis bien. Donc, et c'est pas, ils se comportent comme des gestionnaires avec des ronds de cuir, hein. C'est-à-dire qu'ils se trompent. Le modèle économique ne correspond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui. On ne peut pas dire on va gérer des enjeux et des intérêts, etc. Ça, c'est comme pour remplir les greniers de quelques-uns. Il y a un tel écart de richesse pour les uns et pour les autres, avec des paradoxes, parce que c'est quand même, par exemple, l'Afrique qui est la pompe. On va installer des pipelines et puis on va retirer des richesses qui vont profiter aux pays occidentaux ou aux pays occidentalisés. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de problématique dans la formation des diplomates aujourd'hui, ne serait-ce que, il y a je vais suggérer quelque chose qui est assez impertinent, encore une fois, mais qui est de dire, il faut arrêter avec cette représentation de la négociation raisonnée, qui est une aberration, avec l'idée du gagnant-gagnant, qui est une absurdité. Tu vois, quand on va dans un pays, va faire gagnant-gagnant entre les Palestiniens et les Israéliens aujourd'hui. Tu vois, c'est une abomination de dire ça, de pouvoir avoir une représentation économique pour pouvoir établir des relations de qualité entre les personnes, des relations éthiques. C'est-à-dire, c'est le gros problème, il est là. Donc c'est vrai que les, les diplomates d'aujourd'hui, pour ceux qui veulent devenir diplomates et faire évoluer la pensée mondiale, une pensée mondiale qui n'est pas une absurdité, parce que je rappelle quand même tout le temps que nous représentons déjà, à peu d'entre nous, nous représentons déjà, déjà une mondialisation de la communication. Alors, il se trouve que nous parlons tous les six français, mais pas que. Nous ne parlons pas que français. Ici, il y a d'autres langues nous ne partageons pas, d'ailleurs. Et ça montre bien qu'il y a une vraie mondialisation qui s'augmente avec les intelligences artificielles et qui peut nous donner une idée de ce que sera le monde malgré les incompétences actuelles. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que sera le monde dans 50 ans, dans 100 ans, mais ne serait-ce que dans 50 ans. Bon, déjà, il sera sans moi, mais je peux quand même dire, ça serait quand même assez étonnant qu'il soit avec moi, hein. Je veux dire, ce monde-là aura changé. Et il aura changé grâce à qui?
Et dans quel sens? Eh bien, s'il change d'une manière constructive pour pouvoir faire en sorte que dans les pays qui sont considérés comme étant en voie de développement, ou voire sous-développés, parce qu'il y avait cette représentation-là, eh bien, pour qu'il y ait une plus grande justice éthique de la vie sur la planète, eh bien, il faut impérativement que les ambassadeurs, les diplomates, toutes les personnes qui s'inscrivent dans la politique mondiale, eh bien, apprennent ce que c'est que l'altérité, s'en imprègnent, ce que c'est que la communication. Et Nassiro, tout à l'heure, évoquait quelque chose que j'ai pas voulu réagir, mais je vais quand même réagir sur le fait de parler de la tolérance. Je pense que c'est un mauvais concept. Euh, c'est un très très mauvais concept. C'est comme la bienveillance. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir l'idée de tolérer quelqu'un, parce que quand je tolère quelqu'un, alors je sais bien que ça peut très bien ne pas être employé de la manière aussi rigide que ce que je vais dire, mais en réalité, l'idée de tolérance est une démarche d'exclusion. Déjà, c'est le premier pas vers l'exclusion. C'est pas le premier pas vers l'accueil, c'est le contraire. Si je tolère quelqu'un, eh bien, ça veut dire que déjà, j'envisage de le virer, de l'envoyer ailleurs. Si je le tolère, c'est pas que je vais l'accueillir, c'est que déjà, je suis en rupture d'accueil. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut changer ça dans la culture aussi des gens qui font la médiation. C'est arrêter de penser que la tolérance est une bonne chose. Non, la tolérance n'est pas une bonne chose, c'est l'accueil qui est une excellente chose. C'est apprendre à accueillir. Apprendre à accueillir, c'est la voie de l'altérité. Apprendre à tolérer, on n'a pas besoin de l'apprendre, parce que ça, c'est émotionnel. C'est comme la bienveillance. La bienveillance, c'est bien veiller. Ça veut dire surveiller quelqu'un. Et ça, c'est très problématique. Donc, ce sont des éléments fondateurs d'une nouvelle formation qui n'est pas moralisatrice. Il faut changer ce modèle de pensée, pas de morale. On est là pour penser la relation. Penser une relation, si je dis, tu sais, c'est pas bien ce que tu fais là. Oui, ça peut marcher. Ça marche un petit peu quand on est enfant, etc. Mais quand c'est pas bien d'aller faire la guerre, tu sais, ben, oui, ben, ça y est, ils sont partis, ils ont les fusils sur l'épaule, ils sont prêts à tirer. C'est un gros problème de se dire, mais à quoi je contribue? Eh bien, ça veut dire qu'il faut arrêter un certain type de modèle de pensée. Et il faut les enrayer. Il faut savoir prendre le pas par rapport à ça et dire non à ce genre de concepts qui sont des concepts obsolètes. Il faut arrêter ça. Donc voilà, moi, ma contribution à la formation, ça serait de dire déjà, changer les pendules, changer d'heure sur les pendules, parce que c'est pas la bonne heure. Je te remercie beaucoup, Jean-Louis, pour cette précision. Peut-être que si le professeur Nassurou n'a pas d'autres précisions à apporter, je vais redonner la parole à Edith. Sinon, si le Il a professeur quelque chose à Nassurou dire. veut réagir, ce sera avec plaisir. Lorsque je parle de tolérance ici, c'est, disons, l'acceptation de l'autre. Au lieu de la logique, si vous voulez, radicale de l'exclusion et du refus de considération de l'autre. C'est ça, c'est dans ce sens. Ça n'a rien à voir avec une démarche, disons, moralisante, mais c'est plutôt une certaine attitude d'esprit, un certain état d'esprit qui accepte l'autre tel qu'il est et avec qui il faut vivre en tenant compte de ce que la personne ou la société considérée est. C'est ça l'idée de tolérance que j'ai évoquée. Voilà. Voilà, donc l'acceptabilité, en fait, c'est l'acceptabilité. Donc, je vous remercie beaucoup, professeur Edith. Alors, nous avons bien compris que la notion de compétence et de formation, en tout cas, reste quelque chose de fondamental pour évoluer vers ce nouveau paradigme-là. Donc, Edith, je te repasse la parole afin que tu
puisses nous dire aussi ce que tu penses de tout ce qui vient d'être dit et avant que nous concluions ensemble. Bien, merci Vincent. Merci à nos intervenants, du professeur Nassirou Bako Arifari, Jean-Louis Lascou et Aïcha Sangaré. Alors oui, Vincent, en définitive, on a vu à travers ce débat l'importance de la médiation, mais une médiation, pas n'importe laquelle. Une médiation, comme l'a dit le professeur Nassiro, une profession en tant que médiateur, mais indépendante de tout pouvoir, de toute influence culturelle, quelle qu'elle soit. Une médiation aussi qui va prôner la notion d'altérité, de nouveaux paradigmes, celui de l'entente et de l'entente sociale, sachant que l'altérité a pour définition, pour reprendre les propos de Jean-Louis Lascaux, l'altérité se définit comme étant la conscience de l'autre, vraiment prendre conscience que l'autre est autre. Et bien évidemment, la clé de, je dirais, de voûte, c'est l'enseignement. Et pour reprendre véritablement les propos du professeur Nassiro Bako Arifari, c'est la médiation, c'est accéder à l'autre par le savoir, mais par le savoir, par la connaissance, par l'enseignement. Et véritablement, comme dit Aïcha, au niveau de l'EPMN, eh bien, il est temps d'apporter de nouvelles compétences aux diplomates, car il est temps aussi que nous changions de paradigme et que nous n'allions pas et nous persistions pas dans un esprit d'adversité et d'affrontement, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Alors, euh, j'ai deux citations. La première qui est d'Edmond Taudière, qui avait écrit La soif du juste en 1895, donc c'est assez vieux, mais qui disait soutenir la paix contre la guerre, cela équivaut à soutenir la raison contre la folie. Déjà, il évoquait la notion de raison. Vous savez qu'Edmond Taulière, c'est un homme de lettres. Après avoir fait des études de droit, il a fondé la revue des idées nouvelles et il est considéré comme étant le précurseur de la Société des Nations. Et j'ai également quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement, qui est Albert Jacquard. Albert Jacquard, parce que on parle de relations internationales, mais déjà, une société, eh bien, se forme au niveau des individus eux-mêmes, au niveau de la scolarité. Et c'est vrai qu'il affirmait que l'école doit aider chacun à devenir soi-même en rencontrant les autres, pas seulement pour fournir des compétences au système économique, et que l'apprentissage est une création perpétuelle qui promeut l'intelligence collective plutôt que la compétition individuelle. Donc, je tenais véritablement à vous citer ces deux personnes qui, dans leur temps, dans leur époque, ont été dans l'innovation, dans la réflexion aussi, dans le changement aussi de paradigme. Euh, Peut-être vous auriez chacun un mot de la fin, hein. En tout cas, je vous remercie véritablement pour la qualité de vos informations, de vos prestations. Je remercie aussi donc Annie qui a permis que ce débat se fasse. Et merci également pour ma part. Je termine sur les remerciements, Vincent, après je te redonne la parole. Merci aussi à toi de m'avoir vraiment épaulé à l'occasion de cette dernière journée internationale de la médiation professionnelle. Merci. Merci, Edith. En tout cas, merci encore au professeur Nassirou d'avoir accepté de débattre avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Merci Jean-Louis, merci Aïcha, merci Annie. Je retiendrai personnellement une chose de ce débat, c'est que il est temps de changer de logiciel. Et pour le changement de logiciel, ben, j'ai la chance d'avoir le professeur, peut-être, je le dis en amont, avec qui nous allons travailler sur un projet de thèse sur la médiation professionnelle. Et c'est tout le projet que j'ai avec le professeur de travailler justement sur la médiation professionnelle. En tout cas, de semer
ce que c'est que la médiation professionnelle, de pouvoir contribuer à faire de ce monde un monde de l'adversité à un monde d'entente. C'est ce que je retiendrai. Merci, professeur. Merci, Jean-Louis. Merci, Aïcha. Merci, Annie. Donc, si J'aimerais dire, vous voulez dire quelque chose, la Merci parole est à vous. à nos je pensais auditeurs. qu'il y aurait peut-être un mot de fin, comme Tout à l'avait. fait. Mot de la fin. Exactement. Le mot de la fin vous revient. Ce que je voudrais dire, euh, disons, avec la création de l'Organisation internationale de la médiation et tout ce débat autour de la médiation, je veux dire que nous voudrions sortir de la logique ou du paradigme de la volonté de puissance, qui souvent, dans les relations sociales, dans les relations entre États, continue de créer des relations fondées sur les rapports de force et sur la domination. Avec le paradigme de la médiation, je souhaiterais peut-être qu'on fasse une mise en relation avec un autre paradigme développé par les Chinois. Peut-être que c'est aussi pourquoi c'est chez eux qu'on a créé l'Organisation internationale de la médiation. C'est ce paradigme du gagnant-gagnant. C'est-à-dire lorsqu'on voit les relations sociales, les rapports entre États, on est engagé dans des logiques de compétition ou de jeu à somme nulle. Démocratie, c'est un gagnant, un perdant. Le jeu des intérêts, c'est un gagnant, souvent un perdant. Ici, nous sommes dans une logique de gagnant-gagnant. Et on ne peut être dans la logique du gagnant-gagnant que si il y a de la véritable médiation. Et je pense que cette logique peut contribuer à reformer ou reformuler les relations nord-sud, où on ne vient pas que ramasser, mais on vient, on négocie et on tient compte des intérêts des uns et des autres. Le gagnant-gagnant, de mon point de vue, c'est au cœur de la médiation internationale et nous devons travailler à développer ce concept, ce paradigme nouveau avec la médiation. Voilà ce que je voulais dire comme conclusion. Merci beaucoup, professeur. Ah, Vincent, Jean-Louis? tu es obligé de me donner la parole. Ouais, ben oui, Jean-Louis, je sais que je te voyais venir. Je te voyais venir, Jean-Louis. Je te donne la parole. Parce que c'est justement ce point-là que je pense que, mon cher professeur, je pense que c'est ce point-là, c'est l'un des points centraux de la difficulté aujourd'hui de faire évoluer la pensée des personnes qui interviennent sur des relations de conflictualité. Je ne dis pas que c'est pas une bonne intention. Quand on veut faire gagnant-gagnant, win-win, on se dit, ah, ça c'est le mieux possible. Mais vous avez bien fait d'évoquer quelque chose, et j'attire votre attention là-dessus, sur la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est quelque chose qui s'est développé dans l'environnement, parce que vous évoquez cette théorie des jeux, là, on est bien d'accord. Et c'est une théorie qui aujourd'hui est tellement développée qu'elle a eu droit à 11, parce que j'ai fait le calcul hein, antérieurement, à 11 prix Nobel d'économie. C'est très grave, parce que, vous voyez, en fait, je prends le contre-pied de cette histoire. Pourquoi le monde va mal? Parce que c'est la manière dont on considère l'individu, dont on considère le modèle, le meilleur modèle sociétal possible. C'est issu, c'est issu de la théorisation qui était une blague, hein, en fait, au départ. Il y a plein de blagues comme ça qui prennent. C'est l'homo economicus. L'homo economicus, c'est le sens de la vie serait une affaire de gestion des relations. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon propos. Or, Or, est-ce qu'on gère nos relations, on gère la crise, on gère les conflits? Non, si on gère quelque chose, on l'entretient. Parce que vous voyez, si vous gérez bien quelque chose, si vous gérez bien votre champ, si vous faites agriculteur, vous gérez bien les graines de votre champ, eh bien vous allez les faire fructifier et vous n'allez pas en perdre.
si vous vous mettez à gérer un conflit, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sans le vouloir, vous entretenez le conflit. Il se passe que quand on veut faire gagnant-gagnant, ça repose sur des modélisations d'enjeux et d'intérêts. Or, je vais vous dire, depuis le temps que je fais de la médiation, je n'ai pas rencontré de personnes qui résolvent les conflits par les enjeux et les intérêts, par la négociation des enjeux et des intérêts. Win-win, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'idée qu'on peut faire du win, du gagnant avec des états émotionnels, c'est une insulte à l'intelligence. Si vous avez eu toute votre famille qui a été massacrée dans un environnement, vous n'allez pas négocier win-win avec des personnes qui ont coopéré à ce massacre. Or, c'est difficile de penser ça. On ne fait pas win-win avec les émotions. On fait win-win dans le commerce, dans le business. Et encore, vous savez, j'ai accompagné des négociations il y a une vingtaine d'années, il y a à peu près 25 ans, dans des environnements économiques. Et donc, il s'agissait de faire win-win. Et donc, c'était avec avec des opérateurs de téléphonie, hein, je donne le truc. Et donc, mais ça fait un petit moment de tout ça. Donc, et quand j'ai fait ça, j'ai compris à ce moment-là, quand ils ont passé les accords win-win, j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, les perdants n'étaient pas là. Voyez-vous, c'est quand il y a des gagnants-gagnants, ça veut dire que les perdants sont absents. Alors, je vais vous le faire en simple. Si papa et maman divorcent et qu'ils font gagnant-gagnant, les grands perdants sont les enfants et les grands-parents. Ils sont absents de la discussion. Donc, en fait, win-win, c'est très trompeur. Et je pense que ce modèle de pensée est précisément à changer dans les formations qui sont dispensées aux diplomates parce que c'est trompeur. Et il faut réussir à faire comprendre à cet environnement diplomatique qu'il y a des biais cognitifs très ancrés, si ancrés que ça empêche de faire évoluer la pensée. Donc voilà, c'était ma réponse par rapport à votre idée de gagnant-gagnant. Je sais bien que l'idée est bien intentionnée, mais en réalité, cette bonne intention, c'est comme la bienveillance et c'est comme la tolérance, c'est quelque chose qui pollue l'évolution culturelle mondiale parce que nous n'avons pas la même représentation des choses. Et moi, je peux vous dire que je ne véhiculerai pas l'idée de gagnant-gagnant dans un conflit quel qu'il soit. Même, vous voyez, entre un salarié et un employeur, il n'y aura jamais d'accord gagnant-gagnant, sauf à considérer qu'il peut y avoir un accord gagnant-gagnant quand on accepte de perdre. Voyez-vous, on sait qu'on a perdu, donc on accepte de faire gagnant-gagnant. Ça, c'est le côté illusoire de ce modèle. Alors donc, si la médiation ne peut pas conduire à des solutions de type gagnant-gagnant, de mon point de vue, si c'est à reproduire les situations de rapport de force, on n'est pas changé, on n'est pas sorti, comme on l'appelle, disons, du paradigme contemporain, du paradigme en cours des relations internationales. Moi, je parle en termes de relations internationales, bien sûr. Même s'il y a une guerre, il faut bien parvenir, comme on l'appelle, à une solution. D'une manière ou d'une autre. Alors, vous me permettez de répondre là? Oui. On discute. Eh bien, vous voyez, c'est que celui qui va, par exemple, je pense à ce qui s'est passé à Sarajevo, enfin, dans un environnement qui était a priori où les peuples s'étaient entendus à l'époque de Tito, hein, la Yougoslavie. Les accords n'ont pas été gagnant-gagnant. On pouvait pas dire. Je prends cet exemple parce que le conflit semble s'être apaisé par la séparation et la division du territoire qui était avant la Yougoslavie en plusieurs États. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de guerre
inter-États dans cette partie du monde, a priori, tel que je le vois d'ici. Même s'il peut y avoir des tensions, il n'y a pas un affrontement guerrier. Donc, vous voyez, dire que les accords ont été passés gagnant-gagnant, non. Il n'y a eu aucune, si vous regardez bien, la manière dont les séparations se sont faites, ça s'est fait avec que des perdants et des résignations. Donc ça, c'est quand même des perdants des deux côtés, hein, je veux dire. Et ça a été la résignation. Alors vous parlez tout à l'heure d'acceptation. Accepter quelque chose, c'est très différent de l'accueil. Accueillir, si je vous accueille à la maison, vous allez pouvoir curieusement mettre aussi peut-être, je vous accueille, mais vous aurez l'amabilité de ne pas mettre les pieds sur la table comme ça, mais à la limite, si vous mettez les pieds un petit peu comme ça, d'une manière négligente, comme ça, je vous accueille, ça me fera sourire. Si je vous accepte, regardez bien la différence du mot. Si je vous accepte, là, il va y avoir une limite beaucoup plus importante que dans l'accueil. L'acceptation, c'est fataliste. Il y a une partie de fatalisme dans l'acceptation. C'est vrai que dans la manière dont les choses se résolvent sur le plan mondial, sur le plan des conflits mondiaux, il y a un fatalisme. Pourquoi? Parce que ceux qui pilotent les, les négociations, les discussions. Je ne veux pas parler des médiations, parce que pour moi, le concept de médiation nécessite d'avoir une évolution dans la définition. Vous voyez, c'est la confusion entre la diplomatie, la négociation et l'arbitrage qui est là. Ceux qui pilotent ces discussions, ce sont des personnes qui ont des représentations qui sont contraignantes. Donc ça devient difficile pour chacun de pouvoir trouver un accord en entente. Et ce que nous recherchons, nous, en tant que médiateurs professionnels, partout, à diffuser, c'est l'idée qu'il est possible de s'entendre. Et voyez, le problème que nous pouvons rencontrer, ce sont les acteurs des négociations, les acteurs des discussions inter-États quand il y a des conflits. Il suffit parfois de changer d'acteur de la négociation pour que les choses s'améliorent. Vous disiez tout à l'heure, à juste raison, c'était qu'il y a des modèles de puissance. Il faut arrêter avec cette représentation de la puissance. Mais c'est la représentation, exactement cette représentation qu'on voit, vous l'évoquiez à un moment donné, par rapport aux États-Unis, où il y a ce sentiment de puissance qui s'exerce au point que, quand même, le président actuel des États-Unis a des propos menaçants pour occuper le Groenland. C'est quand même, on assiste à des choses qui sont assez étonnantes, à des propos menaçants pour occuper une partie du Mexique. Hein, et de le dire comme ça, avec légèreté, comme si c'était une évidence. Ce sentiment de puissance est vraiment problématique. Eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait dans les pays aujourd'hui qui sont configurés, puisque la planète est divisée en pays, comme on le voit sur les deux globes, enfin sur le globe quand Vincent apparaît à l'écran ou quand Edith apparaît, on voit qu'il y a des divisions de la planète qui sont en pays. Eh bien, vous voyez que cette division-là, en fait, puisse être quelque chose qui soit un moyen de communication, parce que les frontières demain n'existeront plus. Il n'y aura plus la même représentation de la puissance. Il faut que les peuples puissent arriver à mettre des garde-fous, à mettre en place des garde-fous pour empêcher les fous de trop diriger les pays. Et c'est comme ça qu'il faut former les ambassadeurs, qu'il faut former les diplomates, dans une perspective pour pas qu'ils soient passéistes, c'est-à-dire qu'ils regardent le monde tel qu'il était avant, avec une nostalgie complètement inappropriée. C'est fini, la nostalgie, c'est fini, ça marchera plus. Il n'y aura plus le monde comme il était avant. C'est fini. Donc, il faut se tourner vers l'avenir.
Et notre cerveau a de grandes difficultés à être prédictif, contrairement à la théorie qui est ambiante. Il a une grande difficulté. Et il faut pouvoir réfléchir et se dire comment les choses peuvent être mieux sur la planète. Et à partir de là, pouvoir se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses soient mieux? Et ça, c'est le propos qui doit être fort chez les ambassadeurs, chez les diplomates, chez tous les négociateurs de la planète. Mais merci Jean-Louis. En fait, in fine, c'est peut-être juste une question de sémantique, mais c'est la même chose que vous dites, en fait. Quand le professeur parle de gagnant-gagnant, en fait, ça rejoint ton entente, mais c'est juste la sémantique qui, en tout cas, à vous entendre parler tous les deux, euh, je reviens à la conclusion que le gagnant-gagnant du professeur, en fait, c'est l'entente que tu viens d'évoquer là. C'est juste la sémantique qui change. En tout cas, Les mots. Vincent, ah, hmm. peut-être Pardon? Vincent, nous pourrions donner la parole à Aïcha. Aïcha a des choses à nous dire Mm. Ah, pour le au travers de prochain. de ces échanges très riches que nous avons eus, je dirais simplement, osons la médiation professionnelle. Là où le dialogue commence, il y a des solutions qui apparaissent et qui naissent. Mais je suis tout à fait convaincue que les médiateurs professionnels seront les artisans de la construction de la paix dans ce nouveau monde. Et donc, au travers de leurs compétences, on saura en tout cas instrumenter. Nous continuons. 25 ans, il y a encore 25 ans, 50 ans, 100 ans, on verra. Mais en tout cas, on continuera à chercher pour améliorer cette paix qui visiblement est recherchée par tous, mais de manière différente. Voilà ce que je peux dire en tout cas pour conclure sur ce sujet. Mais merci à toutes et à tous. Merci encore une fois de plus, cher professeur. Merci Jean-Louis. Merci. Merci Annie. Merci Edith. À très bientôt. Merci à tous et à très bientôt l'année prochaine pour la prochaine journée internationale de la médiation professionnelle. Le sujet, pour l'instant, nous ne le connaissons pas, mais vraiment, restez en ligne. Et merci pour votre fidélité. Merci Vincent.